Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition spéciale consacrée à l'Ukraine, 22e journée de l'offensive russe en Ukraine. Autant dire que l'opération militaire entame sa 3e semaine en Ukraine. Les combats gagnent en intensité, les négociations balancent entre optimisme et pessimisme selon la position des belligérants. En revanche, sur le volet humanitaire, rien ne va plus. Et on parle de plus en plus de la mise en place ce jeudi de corridors humanitaires, notamment à Kiev et à Mariupol, selon l'ONU. Il serait près de 700 civils tués depuis le début des opérations. Coup de bluff ou vérité, cette information selon laquelle l'Arabie saoudite envisagerait, à prendre au conditionnel bien sûr, d'accepter le yuan au lieu du dollar dans ses ventes. Quelles seraient les conséquences d'une telle décision si elle s'avérait? Pour en parler avec nous ce soir, nous aurons par Skype M. Abdelkader Soufi, politologue algérien. M. Abdelkader Soufi, bonsoir. Bonsoir. Et sera présent avec nous sur le plateau M. Rida Hariresh, docteur en sociologie des conflits. M. Rida Hariresh, bonsoir. Bonsoir également. Voilà, donc sans aucune transition, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Sans plus tarder, nous commencerons par les négociations, mais également la Cour internationale de justice qui a demandé à la Russie de retirer ses troupes d'Ukraine ce jeudi même, alors que le Kremlin a répondu immédiatement plutôt. Il répond que Moscou ne pourra pas tenir compte de cette décision compte tenu de l'échec en l'état des négociations avec Kiev. Dans ce cas, précise le Kremlin, aucun accord ne peut avoir lieu. Monsieur Abdelkader Soufi, oui, effectivement. Que pensez-vous de ce genre de déclaration? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la Cour internationale de justice est en mesure d'ordonner aux Russes de retirer leurs troupes? Ou est-ce que l'affaire dépasse beaucoup plus de loin le simple décision d'une Cour internationale de justice? Au fait, la guerre auquel nous assistons, elle est multidimensionnelle. Et elle est d'ordre à opposer de grandes puissances, les plus grandes absolues, sur un terrain de guerre qui est sur une géographie qui est l'Ukraine. Automatiquement, comme l'Occident ne peut pas interférer d'une façon ou d'une autre directement dans cette guerre pour les causes que nous connaissons et pour les mises en garde russes, et il y a lieu de voir qu'il y a d'autres instruments et d'autres moyens que l'on peut utiliser ou que peut l'Occident utiliser dans cette guerre, qui est d'abord la guerre économique, la guerre asymétrique en utilisant donc un renfort d'acteurs autres que ceux de la scène normale, mais aussi les instruments internationaux tels que la Cour de justice internationale, tels que le Conseil de sécurité qui n'a pas abouti aussi, et autres moyens. Je crois que les Russes sont en position de dire non, d'abord parce que ils sont membres du Conseil de sécurité et par conséquent, ils ont ce droit absolu dans cet État westphalien ou dans ce système westphalien qui a été créé sur la base d'équilibre entre grandes puissances et il se définit par ses positions. Nous savons tous que l'avancement des négociations et l'avancement sur le terrain sont seuls aptes à donner les outputs de demain. La Cour de justice internationale, c'est un coup qu'elle essaye, mais elle n'a en réalité aucun poids sur la Russie du moment que nous savons que celui qui détient la force détient la loi. Le système international tel qu'il est conçu aujourd'hui est en déperdition. Nous assistons presque à une période transitoire où tout le monde émerge. Nous passons d'un monde unipolaire vers un monde tripolaire, voire vers un monde quintupolaire. Si demain, les Allemands et les Japonais n'auront plus confiance en le système de défense de l'OTAN et qu'ils voient que les Américains sont incapables de les défendre et de défendre leurs intérêts. Et c'est pourquoi que nous avons dit que la Cour de justice internationale aujourd'hui est un instrument que peut utiliser les Américains, que peut utiliser l'Occident
à bon escient. Pourquoi? Ben, tout simplement, il se trouve qu'il y a un modèle de conception de structure internationale sur lequel s'est bâti le système international et que les Américains, l'Occident, défendront bec et ongles pour pouvoir le maintenir en place. C'est pourquoi aussi il y a une guerre technologique de mensonges extraordinaires de part et d'autre, et ça en fait partie donc de cette guerre-là. Oui, alors, Monsieur Abdelkader Soufi, cela ne s'est jamais vu de par le passé qu'une cour internationale intervienne pour dire il faut absolument aller vers un cessez-le-feu ou bien imposer, par exemple, à l'un des belligérants qui serait donc dans une offensive de retirer ses troupes. Pourquoi, lorsque le cas de la Russie, finalement, il réunit tous les paradoxes et même il réunit, je veux dire, tous les précédents. Ça ne s'est jamais vu lorsque, par exemple, on avait investi d'autres pays comme l'Irak ou la Syrie, une cour internationale de justice, prendre ce genre de décision en disant, par exemple, je ne sais pas, mais pour les États-Unis, par exemple, de retirer ses troupes. Moi, je crois que le concept de guerre chez l'Occident, donc la feuille de route, est la même partout. Celle ils ont utilisée en Syrie, en Libye, en Irak, d'abord en diabolisant les chefs d'État, en diabolisant les États, en créant des mensonges autour de la vie politique, du système lui-même, de la possession d'arsenal militaire interdit, et on s'en passe. Nous voyons que ce même principe est utilisé contre la Russie pour justement diaboliser aux yeux de l'opinion publique internationale mondiale. D'ailleurs, l'interdiction des chaînes russes en Europe en fait partie, parce que si on va du point de vue démocratique et droit d'équilibre de parole entre les belligérants, je crois que les peuples du monde sont en droit de connaître les vérités et les positions des uns et des autres et pouvoir déceler justement les mensonges et les vérités et de ceux qui ont raison. Le système, il est tel qu'il est maintenant et que tous les moyens sont bons dans cette guerre. Je le disais tout à l'heure, nous sommes dans un système international qui a été créé pratiquement depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et que l'Occident sont en train de défendre ce modèle-là, quitte à utiliser donc le mensonge, les instruments qui sont là pour le faire. D'ailleurs, nous avons vu, comme vous le disiez tout à l'heure, que par exemple l'Arabie Saoudite, qui était en négociation avec les Chinois, on va y venir d'ailleurs, possibilité d'aller vers le yuan, sachant que les Chinois eux-mêmes avaient créé un parallèle de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, et auquel de grandes puissances économiques ont adhéré et qui sont amis des Américains, tels que le Mexique, le Canada, le Japon, l'Australie, qui a été vu d'un mauvais œil par les Américains. Éventuellement, si dans cette guerre, sur le terrain, les Russes dictent pratiquement la loi et ils ont choisi le terrain, enfin la géographie de l'Ukraine, le système économique mondial est mise à mal dans cette guerre contre la Russie qui s'est prémunie en avance et qui a bien calculé le coût, et sachant qu'elle s'est ouvert les marchés asiatiques et qu'elle s'est préparée justement en mettant de côté quelque chose de près de 600 milliards de dollars. C'est vrai que d'un point de vue inflation, ils sont touchés, mais pas au point où l'impact escompté par l'Occident. Et le grand perdant éventuellement serait en première position l'Europe, sachant que les multinationales américaines en tirent profit de cette guerre, notamment avec ce qu'ils vont faire avoir donc comme rentrée d'argent. Oui, ils ont même des réserves qui les aideraient donc à tenir assez longtemps. Monsieur Redahi, je vois que vous voulez peut-être réagir et interagir avec ce que vient de dire notre ami Abdelkader Soufi. Oui, je voulais intervenir pour dire que
il est important de mettre l'accent notamment sur les négociations qui sont en cours actuellement entre les Ukrainiens et les Russes. Les Russes sont de plus en plus dubitatifs par rapport à l'opportunité de poursuivre ces négociations-là, parce qu'ils estiment qu'ils sont en position de force et ce n'est pas aux Ukrainiens à poser leurs conditions. Et encore moins la Cour internationale de justice. Oui, surtout que parmi un des négociateurs qui fait partie de l'équipe des diplomates ukrainiens a lui-même lancé un appel au meurtre contre le président Poutine. Oui, donc pourquoi poursuivre? Il n'est pas le premier, mais quand on fait partie de l'équipe des négociateurs, ce genre de dérapage. On ne peut pas se permettre. Donc ce volet diplomatique ne permettra pas de trouver une issue à court terme, parce que de plus en plus de voix s'élèvent en Russie pour dire nous avons envoyé notre armée en Ukraine, donc elle terminera le travail et ce n'est après coup qu'on pourra reprendre les négociations. C'est-à-dire qu'une fois le travail achevé, pour l'instant, il semblerait que la mission n'est pas encore terminée, on n'a pas encore abouti à l'objectif qu'elle s'était fixé. Monsieur Abdelkader Soufi, alors de plus en plus on parle de négociations, n'est-ce pas, au fur et à mesure que sur le terrain les combats se poursuivent. Alors plutôt je dirais le ministre des Affaires étrangères turc avait déclaré aujourd'hui même, il a estimé qu'un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie pouvait être envisageable. Alors, aurait-il obtenu des garanties? Aurait-il eu des assurances? Parce que depuis quand même le début des opérations, on parle d'un cessez-le-feu, ensuite on parle de la transgression de ce cessez-le-feu. Donc on n'a pas encore réellement pris un cessez-le-feu qui a duré plus de 72 heures, par exemple. En fait, les cessez-le-feu qui ont duré 72 heures ou autres, c'était pour permettre donc l'évacuation des civils. Voilà, donc l'évacuation des civils. Seulement, je crois que en négociation, il y a les Turcs qui sont bien installés, donc pour pouvoir le faire. Il y a les Émiratis aussi qui se proposent, éventuellement d'autres. Mais sachez que pour ces négociations, le plus important pour les Russes, c'est que l'État ukrainien abdique par rapport aux conditions mises en place par les Russes. Et ils ne vont pas faire marche arrière parce qu'un État comme l'Ukraine, comme la Géorgie, c'est des lignes rouges. C'est pas d'hier ou d'aujourd'hui. Les Russes n'ont jamais accepté que les pays limitrophes directs permettent le containment de la Russie, et notamment l'Ukraine, où on pourrait trouver donc des bases militaires de l'OTAN qui représentent une menace directe sur. Au-delà de cela, on veut faire de l'Ukraine une autre Finlande, ou du moins un État pro-russe tel que la pro-Russie à côté. Mais aussi, il y a un autre problème. Je crois qu'il ne se pose pas maintenant tout de suite, mais il le sera, celui des pays baltiques, de la mer Baltique. Donc, je crois que la Russie étant l'héritière de l'Empire soviétique et elle entend jouer son rôle en Europe, donc parmi les enjeux pour l'Occident, il y a cette opération de containment, mais le pourquoi? Parce que la Russie étant une puissance aussi militaire, mais en matière de ressources naturelles, il y a des ressources avérées en énergie extraordinaires. Mais on ne veut pas qu'il y ait un rapprochement entre l'Allemagne et la Russie, mais aussi on ne veut pas qu'il y ait ce rapprochement entre États tels que l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie et la Russie en Europe, qui représenteraient la plus grande des menaces pour les Américains. Ils le disent. Les théoriciens américains l'ont dit, mais Schemer, Brzezinski et j'en passe, tout le monde dit, même dès le départ, peut-être si on revient à l'approche géopolitique, une émergence de la plus grande puissance terrestre contre les puissances thalassocratiques. Les puissances thalassocratiques sont connues. Ce sont ces États qui sont ouverts sur les grandes mers, tels que la Grande-Bretagne, tels que les États-Unis d'Amérique, et que cette opposition dans la mousson, c'est une opposition par rapport aux croissants fertiles,
où donc les plus grandes industries sont installées, les plus grandes populations de consommation ou en tant que ressources humaines, mais aussi les ressources naturelles. Celui qui va dominer le cœur du monde, le croissant fertile, dominera le monde. Les Américains le savent. Donc ce système qui est en déperdition, les Chinois qui montent en puissance, la Russie qui revient et donc, se Alors, présente en tant Monsieur Abdelkader qu'héritier Sofi, légitime. Oui, juste oui. pour rebondir avec vous, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que l'Europe et l'Occident, les États-Unis, par exemple, en faisant de la provocation par l'Ukraine, donc à la Russie, c'est-à-dire ont jeté la Chine dans les bras de la Russie, ou l'inverse, c'est-à-dire ils ont carrément jeté la Russie dans les bras de la Chine, eux qui craignaient tellement qu'il y ait une alliance entre les deux pays? C'est-à-dire, Non, est-ce que... Oui, je ne crois pas qu'il y ait une alliance entre les deux pays. un rapprochement, disons, un rapprochement. Chacun représente un modèle. Seulement une coopération. Parlons d'une coopération conjoncturelle par rapport à une situation donnée. Mais le plus gros pour les Américains, pour les Occidentaux, on va dire de cette vision libérale qui les oppose aux Russes, elle va au-delà de ce que nous pouvons penser. Oui. Vers 90 est devenu un État capitaliste, libéral, et ils n'ont pas été acceptés dans l'OTAN. Il faut se dire pourquoi. Ils ne sont plus communistes. Mais il y a cette opposition aussi religieuse entre protestants et orthodoxes. Donc le mal est profond dans la vision entre les deux. Ce judéo-christianisme qui, comme le disait Ronald Reagan, que cette terre qui est les États-Unis d'Amérique, qui a été mise de côté et comparée à Jérusalem pour qu'il y ait des gens qui viennent et qui défendront. Donc, ils ont une mission divine pour défendre les valeurs de la démocratie et du libéralisme. C'est clair, parce que ça, ils le considèrent comme étant une mission. Et tous ceux qui vont s'opposer à cette mission, qui ne sont pas dans cet ordre-là, sont les ennemis. La doctrine américaine en 92, telle qu'a été reportée après la fin de l'histoire, comme le disait Francis Fukuyama, donc on dit que l'ennemi du système mondial serait d'ordre religieux, mais il ne peut pas être chrétien, car c'est le christianisme qui a confronté, qui a créé la démocratie. Oui. Là, cette guerre d'aujourd'hui, qui est multidimensionnelle et de survie par rapport à un système, par rapport, après, on va dire, donc c'est autour de l'énergie, autour de la démocratie, des droits de l'homme, on peut l'appeler comme on veut. Oui. Mais la réalité, elle est là, elle est profonde. Donc il y a on va dire, une guerre de modèles. Les Russes proposent un modèle, même si ce modèle russe n'est pas apparent, mais en alliance avec les Allemands, l'Allemagne, c'est un modèle, le Japon est un modèle, et la Chine est en train de créer un modèle. Donc, ce sont ces modèles-là, sachant que la France, qui a toujours perdu les guerres et elle a toujours été mise au devant de la scène. Elle a perdu les guerres de Napoléon, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, ces guerres en Asie, donc en tant que colon, sa guerre en Algérie contre l'Algérie. Donc, en définitive, et elle a toujours rebondi au devant de la scène, pas pour ses beaux yeux, mais pour empêcher qu'il y ait un rapprochement entre l'Allemagne et la Russie. C'est pourquoi on a créé cette alliance franco-germanique autour de l'Union européenne. Au jour d'aujourd'hui, la France ayant perdu du terrain en Afrique n'arrive plus à faire le roi. Absolument, on voit que l'Allemagne se distingue en tant que puissance économique, mais aussi en tant que puissance de suggestion politique. Nous, avec le nouveau chancelier, en moins de, on va dire, de 24 heures, il a décidé de s'ouvrir sur l'armement de l'Allemagne en proposant, donc en signant je crois, un budget. Ce qui n'était pas le cas 113, avec Angela Merkel, qui avait, elle, une politique plutôt proche de la Russie. 113 milliards de dollars, d'euros pour l'armement de l'Allemagne, ce n'est pas rien. Hein,
c'est vraiment passer à la vitesse supérieure. Oui. Alors, Monsieur Rida Hriresh, je réitère ma question. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, par exemple, les États-Unis, qui ont une peur bleue du rapprochement sino-russe, surtout en coopération, puisque notre ami Abdelkader Soufi vient de le dire, c'est-à-dire qu'en voulant les séparer ou empêcher cette coopération, ils ont finalement provoqué l'effet inverse, comme on vient de le voir? C'est possible, mais il faut revenir d'abord à la situation interne à la Russie. Le déclenchement de ce conflit est dû au fait qu'il y a deux groupes qui s'affrontent, en gros. Il y a deux groupes de pensée qui s'affrontent à Moscou. Vous avez le groupe des globalistes contre les souverainistes. Or, il semblerait que les souverainistes veuillent que leur pays reprennent du poil de la bête et qui puissent aussi recouvrer sa souveraineté économique, c'est-à-dire passer d'antan aussi. Son aura, mais aussi son aura ne peut passer que par le développement de son économie. C'est-à-dire, ils disent clairement, nous devons cesser d'importer pour produire davantage. Et pour ça, il faut tout simplement remettre en cause cette globalisation. Et la remise en cause de cette globalisation, ça passe par des alliances avec d'autres pays qui pensent la même chose. Donc, ce courant souverainiste est partisan d'une poursuite du conflit en Ukraine jusqu'à l'obtention d'une victoire qui puisse permettre à la Russie d'imposer ses conditions à l'échelle de la nation. En ce qui concerne la Chine, pour la Russie, présente des avantages et un certain nombre de complémentarités, aussi bien d'un point de vue économique que démographique, parce que la Chine peut pallier au fait que l'Union européenne ait décidé d'imposer, l'Union européenne et les États-Unis aient décidé d'imposer un blocus financier, et les Chinois peuvent éventuellement apporter les investissements nécessaires dont a besoin la Russie. Oui. Donc, il est important de relater aussi le fait que ce combat idéologique qui oppose les souverainistes aux globalistes actuellement en Russie l'est à l'échelle du monde entier. Parce qu'aux États-Unis aussi, la rivalité qui avait éclaté entre Trump et le président Biden, enfin les deux présidents, entre le camp de Trump et Biden, c'est aussi un combat à l'intérieur des États-Unis entre les globalistes et les souverainistes comme Donald Trump, qui, eux, estimaient qu'il fallait mettre fin aux délocalisations et récupérer tout le potentiel industriel qui a été délocalisé en Asie et qui a fait perdre des dizaines de millions d'emplois aux Américains. Donc c'est quelque chose quand même qui touche l'ensemble des puissances dans le monde entier, et c'est un discours récurrent qui revient aussi bien aux États-Unis, en Europe qu'en Russie. Donc ces deux camps actuellement sont en train de s'affronter, et c'est ça qui fait que nous sommes entrés ces dernières années dans une sorte de désordre mondial. Et de ce désordre mondial doit justement émerger un nouvel ordre mondial qui est basé sur une redistribution des acquis économiques pour les uns et pour les autres. Et cette redistribution-là concerne aussi notre pays, l'Algérie. Oui, et donc on sortira un petit peu de ce monde unipolaire, peut-être vers un monde multipolaire, comme se tiennent à le dire certains observateurs. Alors, sur cette crise ukrainienne, il n'y a pas que le volet politique, il y a également le volet humanitaire. Et sur ce point bien précis, la véritable crise qui sévit aujourd'hui, c'est celle des réfugiés. La Pologne, le pays voisin, craint que ses capacités, je cite, ne lui permettent pas de recevoir ce nombre grimpant d'Ukrainiens sans l'aide de l'Union européenne. Comment seront répartis ces réfugiés et surtout vers quel pays en dehors de la Pologne, Monsieur Abdelkader Soufi? Est-ce que la Pologne ne risque pas d'être submergée par ce nombre de réfugiés? Regardez le statut qu'ont les réfugiés ukrainiens en Europe, et d'ailleurs ce qui a créé un grand scandale comparativement aux réfugiés syriens, libyens, irakiens. Étrangers, oui, effectivement. Ensuite, il n'y a pas qu'en Europe de l'Ouest qu'il y a des réfugiés.
les Russes annoncent que le plus gros des réfugiés ukrainiens sont en Russie. Oui. Et là, je crois que le Mais c'est problème pas ne se très pose médiatisé, Monsieur Sophie. Vous avez raison de pas. le dire. C'est normal, et ce n'est pas médiatisé, donc ça en fait partie de la guerre médiatique. Rappelez-vous, en guerre, lors de la deuxième guerre du Golfe, Oui. qui a opposé en 90 l'Irak aux forces occidentales, et il y avait que deux chaînes qui dominaient le monde. Oui. Heureusement que la deuxième chaîne, c'était la chaîne algérienne, qui donnait la vision différente de celle que présentait CNN. Aujourd'hui, Oui, ce sont les grandes chaînes du monde qui donnent la version que celle des Ukrainiens et que celle des Européens, et que les télévisions russes sont interdites de le faire. C'est normal. C'est dommage aussi. Oui. Mais la réalité, elle est là. Oui. Le fake news en fait partie. Nous avons partie des nouvelles guerres hybrides, donc de 4e et de 5e génération. L'information en fait partie. Oui. Alors, Monsieur Abdelkader Sophie, oui, allez-y, continuez votre idée. Et je ne crois pas que les réfugiés ukrainiens ont ce problème du moment qu'il a été décidé que les immigrants ou les migrants venant de l'Ukraine seront pris dans les meilleurs moyens de transport, et à leur arrivée à la seule demande de résidence, ils l'acquièrent. Donc, ça ne peut pas être un problème. Si la Pologne ne peut pas contenir le nombre qu'il faut, ils passeront vers l'Europe de l'Ouest, vers le croissant chrétien, et ils seront reçus avec les honneurs. Oui. Voilà. Je crois que le message est passé, donc, Monsieur Sophie. Je rappelle seulement que selon l'ONU, il serait au moins 700 civils à être tués depuis que la Russie a lancé donc son offensive. Sont comptées bien sûr les victimes des derniers bombardements du théâtre de Mariupol aujourd'hui, et des couloirs militaires ou des couloirs humanitaires, pardon, ont été organisés à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce jeudi 17 mars 2022 en Ukraine, pour permettre d'évacuer des civils en toute sécurité. Les couloirs concernent donc la ville de Zaporizhzhia, de Mariupol, de Borodinka à l'ouest de Kiev, mais également de Brovary à l'est de Kiev. Voilà donc pour ce qui est du volet humanitaire. Nous passons sans plus attendre à notre troisième volet, et il sera consacré à l'économie. Alors aujourd'hui, le prix du baril de pétrole a atteint ou serait descendu à $100. Quelles conséquences sur les prix à la pompe, je veux dire de manière très concrète, d'autant plus que je précise que c'est extrêmement élevé, ça reste toujours élevé, $100 le baril, ça reste élevé par rapport, donc je parlais de la semaine dernière où il avait atteint jusqu'à $140 le baril, après la flambée observée donc la semaine dernière. Alors je disais la question, quelles conséquences pour les prix à la pompe? Moi, je voulais juste en finir, par exemple, par rapport au nombre de morts que vous avez cité. Oui, allez-y, oui, continuez. Donc, dans d'autres pays tels que l'Irak, la Libye, c'était des millions, et ils ont été considérés comme étant des dégâts collatéraux. Oui, maintenant, et des nombres, ce qui concerne l'énergie, vous savez que The Brotherhood, qui est le gazoduc qui va vers l'Europe à travers l'Ukraine, donc pompé à fond la caisse, et que les prix du pétrole et du gaz ont flambé. Quelque part, ça a fait les affaires des multinationales, notamment américaines. Mais maintenant, même à $100, les producteurs sont les plus grands gagnants. Mais les retombées économiques mondiales, c'est là où le problème se poserait, dans la mesure où nous arriverons à une crise économique comme celle de 29, de 86 et celle de 19, mais en plus donc de l'inflation. Et là, le problème toucherait tout le monde, parce que avec des prix de l'énergie au plus fort et de la matière première au plus fort, donc les productions seront aussi au plus fort. Et là,
je crois qu'il y aura pas de gagnant. Tout le monde serait perdant, sauf ceux qui auront le moyen de s'autosuffire, de produire. Je crois que Vous en cela connaissez beaucoup? devrait nous servir, nous les Algériens, de, de leçon pour justement développer tous les moyens possibles et imaginables pour être autonome en matière de sécurité alimentaire et sécurité industrielle. Énergétique également. Alors, Énergétique, c'est bien oui, ça. exactement. Monsieur Reda Khaled, je vois que vous voulez réagir à cette question. Oui, vous vouliez savoir qui pourrait éventuellement pallier en cas Oui, je disais qui de- pourrait s'autosuffire, effectivement. Est-ce Oui. que vous en connaissez beaucoup de pays qui pourraient s'autosuffire sur ce Certainement plan? pas. Et c'est pour cette raison que les Américains ont contacté dernièrement deux principaux producteurs de pétrole au monde et qui sont quasiment sous embargo depuis plusieurs années, Vous le parlez de l'Iran. Venezuela et l'Iran. Mhm. Donc avec l'Iran, on pense qu'il pourrait y avoir une issue favorable aux négociations concernant de le plus en nucléaire plus, oui, iranien on est très depuis optimiste. 2015. Sauf que dans ce cas de figure, les Russes, ils ont leur mot Oui, à dire et ils lient intrinsèquement les sanctions. le dossier iranien à leurs propres sanctions. À propre sort, parce que Oui. c'est un sort qui est intimement lié. Oui, quelque tout part. à fait. Et en ce qui concerne les Vénézuéliens, bon, les Vénézuéliens ont de très bons rapports avec les Russes, puisque eux-mêmes sont sous embargo. Et il y a aussi une tentative du président Joe Biden de récupérer le Venezuela, qui se trouve plus proche géographiquement, faisant partie des pays d'Amérique du Sud. Mais cela dit, bon, et il faudra quand même du temps, parce que le Venezuela a été stigmatisé depuis Depuis les positions Hugo de- Chavez, Oui. depuis le précédent le président Hugo Chavez. Et donc, s'il y a négociation sur le terrain, les progrès seront lents. Long à venir, en tous les Voilà, cas. lent et Ce long. qui veut dire que la crise risque d'éclater alors que des solutions n'ont pas encore été envisagées. Tout à fait. Alors, on va voir à peu près cette information. L'Arabie saoudite qui envisagerait d'accepter de traiter avec le yuan au lieu du dollar américain pour ses ventes de pétrole. Monsieur Abdelkader Soufi, que pensez-vous de cette information? Et puis surtout, si elle venait à se vérifier sur le terrain, quelles en seraient les répercussions sur l'économie mondiale énergétique? Déjà que les pays du Brexit ont essayé donc de trouver une nouvelle monnaie d'échange économique entre elles. Je parlais tout à l'heure d'une banque mondiale chinoise, aussi d'un fonds monétaire, et que le yuan, parce que les Saoudiens estiment que les Chinois sont fiables et que les Américains ne le sont pas, car le dollar chute ou augmente au guise des intérêts américains plus que par rapport à la réalité du marché international de l'économie. De l'économie. Oui. D'où donc cette infiabilité des Américains qui jouent de cette valeur du dollar, alors que les Chinois proposent quelque chose d'équitable et de correct, et qui permet dans les transactions aux acteurs, aux partenaires du yuan d'être gagnants dans leur action et d'avoir une stabilité dans leur économie sans avoir peur de se réveiller avec une perte de valeur du dollar et par conséquent une perte de gain considérable. Et on sait que, quelles que soient les richesses des uns ou des autres, elle dépendra toujours de la valeur du dollar. Cette valeur du dollar qui a été, rappelez-vous, en 70 critiquée par les Français et qui ont été très mal pris qui a été très mal pris par les Américains, car la valeur était calquée sur l'or et elle est devenue sur le dollar. Et là, la machine habillée américaine échappe à tout contrôle. Rappelez-vous que DSK, qui était à la tête du Front monétaire international, et à sa fin, comment qu'elle a été, parce qu'il a osé demander aux Américains de faire valoir leurs droits sur ce qu'ils ont réellement comme potentiel Réserve en de or. l'or, donc Oui. réserve d'or. Et là, je crois que ce changement aussi devait aboutir et que
les pays du monde, donc du système international, iront vers cette monnaie d'échange qui est l'yuan, ce serait la chute définitive du système monétaire international, du système mondial tel que nous connaissons aujourd'hui. Voilà. Alors, on ne nous reste pas beaucoup de temps, Monsieur Reda Hariresh, donc j'aimerais bien vous voir réagir concernant cette question. Quel serait l'avenir du monde si effectivement l'Arabie Saoudite va faire ses transactions énergétiques avec le yuan au lieu du dollar? C'est pas encore définitif. Oui, parce que je disais bien que envisager. Je vous rejoins sur ça. Parce que l'Arabie Saoudite reproche au nouveau président américain qui est là depuis l'an dernier, Biden, de ne plus soutenir la coalition arabe dans la guerre du Yémen. Donc, et plusieurs fois d'ailleurs, Joe Biden a eu l'occasion de prendre ses distances, voire même de condamner cette intervention au Yémen qui a fait beaucoup de victimes civiles. Et une famine et une crise de famine sans précédent. Beaucoup plus de victimes qu'en Ukraine actuellement. Au Yémen, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont été victimes des bombardements aveugles saoudiens. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, Joe Biden ne veut plus apparaître comme quelqu'un soutenant une guerre d'une sauvagerie inouïe et qui n'a pas été suffisamment médiatisée en Occident comme ça l'est avec la guerre de l'Ukraine. Oui. Donc les Saoudiens, ils sont en train de faire en quelque sorte du marchandage avec leurs voisins émiratis. Soit vous nous soutenez dans le conflit au Yémen pour servir de contrepoids au pays voisin, l'Iran, soit éventuellement on pourrait carrément répondre aux sollicitations de la Chine. Donc ils sont vraiment au milieu de l'échiquier. La possibilité pour qu'ils puissent aller vers le yuan peut paraître indéniable, mais les Saoudiens sont tout à fait disposés à différer cette transaction si les États-Unis de Biden acceptent de les soutenir et pourquoi pas de servir de parapluie aussi sécuritaire au Proche-Orient. C'était le cas avec Trump. Ce qui était le cas avec le président Trump, effectivement. Oui. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Reda Hariresh. Je rappelle que vous êtes donc spécialiste des questions internationales et consultant, donc plutôt spécialiste dans... En relations internationales et en sociologie des conflits. Très bien. Je vous remercie de me reprendre. Et je remercie M. Abdelkader Soufi, qui est donc politologue algérien. Merci d'avoir été avec nous. Merci également d'avoir répondu à nos questions. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin notre émission consacrée à l'Ukraine, la 22e du genre. Tout de suite, je vous laisse avec le journal de 19h. Il vous sera présenté par Ahmed Lahri. Merci.